Hola, buenos días, bienvenidos a todos. ¿Cómo estáis? Hoy lo que voy a hacer es compartir con vosotros el vídeo de una cinta de VHS que he tardado muchísimos años en poder conseguir y localizar. Parece ser que no la tiene nadie en el mundo, a excepción de un señor que contactó conmigo finalmente para podérmela dejar. Así que esta es la cinta de la que os estoy hablando. Y es una cinta que, como podréis entender, es muy importante para mí porque fue la cinta que relata el Campeonato de Europa el que gané yo. ¿Vale? Además es una cinta que el señor de Medial Pro, que es el antiguo antecesor de lo que ahora es Sismic y muy afamada marca en aquellos tiempos, contrató a otro señor que era en ese momento campeón del mundo de videografía. Así que es un vídeo que está muy bien realizado, muy bien hecho para las cachocámaras con las que había que moverse en aquel momento y los pocos medios que había de edición si lo comparamos con lo que hay ahora. Así que nada, espero que lo disfrutéis mucho y aquí la tenéis, ¿vale? Es una buena cinta, así que a disfrutarla. Un saludo, hasta luego, chicos. Hello, my name is Daniel Vega. I am from Spain. Bonjour, je m'appelle Yannick Egwe, je viens de Marseille et j'ai un titre à défendre. Hello, I'm Daniel Rekvat from Germany. It's all okay by you? I am Alex Lafranchi. Ciao! Bienvenue en Espagne sur le circuit de Montmelo, à 2 pas de la piste de Formule 1 pour le championnat d'Europe tout-terrain, un 8e. 140 pilotes représentant 16 nations avaient fait le déplacement vers la Catalogne pour participer au championnat d'Europe tout-terrain du 11 au 15 août 1999. Le tout-terrain 8e, une discipline spectaculaire mais aussi accessible. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici une petite présentation des engins admis dans la compétition. Bonjour à tous, je vais essayer de vous présenter un modèle tout-terrain 1/8e radiocommandé. Ça fait donc environ 40 cm. Tout-terrain, ça veut dire que l'on roule sur des pistes en terre, en herbe, n'importe quel type de piste, n'importe quel type de revêtement, mais pas forcément que du bitume. Un modèle 1/8e tout-terrain est motorisé par un moteur 3,5 cm3. Il est propulsé par un carburant à base de méthanol, de nitrométhane et d'huile. Ce sont des moteurs qui tournent, pour avoir un petit ordre d'idée, à environ 30 000 tours minute. Ils développent un petit peu plus de 2 chevaux réels pour une voiture qui pèse à peine plus de 3 kg. Autant dire que ça a des performances au-dessus de n'importe quelle voiture grandeur. Cette voiture possède évidemment des freins à disque pour essayer d'arrêter ce mini-bolide. Ces freins à disque sont présents
sur la partie centrale de la voiture. Il y a un disque sur l'avant de la voiture et un disque sur l'arrière. Ils arrêtent la transmission centrale. Cette transmission possède 3 différentiels. Un différentiel central, un différentiel avant et un différentiel arrière. Ces différentiels peuvent exister de façon classique ou des différentiels Torsen, exactement comme une vraie Formule 1. Évidemment, pour pouvoir sauter et pour pouvoir passer dans tous les bosses et trous, il faut évidemment une vraie suspension. Cette suspension possède des amortisseurs hydrauliques. Côté moteur, comme il est alimenté par un carburant, la limitation technique nous oblige à avoir un réservoir d'une capacité fixe de 125 cm3. Cette capacité nous permet de rouler entre 6 minutes et 8 minutes suivant les moteurs, les pistes ou les types de pilotes. Étant donné qu'une qualification dure 5 minutes, on n'a pas besoin de faire de plein, mais pour une finale ou une remontée qui dure de 20 minutes à 1 heure, évidemment, il y a des vrais ravitaillements qui se déroulent avec des vrais mécaniciens. Pour ce faire, vous avez un réservoir ici avec un système d'ouverture rapide, évidemment fermeture rapide. Ce qu'on peut voir à côté du réservoir, ce sont bien sûr des filtres essence qui permettent de filtrer et de permettre de ne pas caler lorsque l'on fait une faute. Si la voiture se met sur le dos, ce qui malheureusement peut arriver, ça sert aussi de réserve d'essence pour éviter de caler. Bien sûr, elle roule toute seule. Comme je ne vais pas courir derrière, je vais essayer, elle va un petit peu trop vite pour moi. Vous avez ici un servot qui sert à contrôler uniquement la direction et un servot ici qui va contrôler à la fois l'accélération du moteur en tirant le carburateur et la puissance des freins. Dans ce petit boîtier se trouve le récepteur qui lui va recevoir les ondes émises par une radiocommande avec l'alimentation électrique ici par accu rechargeable. La dernière chose que je peux vous présenter, c'est effectivement la carrosserie qui sert à reconnaître nos voitures. À savoir que cette carrosserie est dans une matière un petit peu spécifique puisque ça s'appelle du Lexan. C'est une matière plastique à la base transparente qui nous permet de peindre de l'intérieur pour éviter de rayer. Autre avantage de cette matière, pratiquement indestructible. Les présentations sont faites, il est temps à présent de passer aux choses sérieuses pour les 140 participants. Mercredi 11 août, la matinée est réservée au contrôle technique et aux formalités administratives. L'après-midi et toute la journée du jeudi sont consacrés aux essais libres, des essais qui vont avoir lieu sur une piste détrempée. La Catalogne n'avait pas vu une goutte de pluie depuis près de 3 mois et l'orage qui s'est abattu sur Montmélo lors des essais libres a totalement inondé la piste pour les séries du mercredi après-midi. Du coup, tous les pilotes n'ont pas connu les mêmes conditions de piste. Ça va être chaud pour les qualifs du vendredi et du samedi. Fort heureusement, la pluie ne viendra plus perturber les pilotes jusqu'au dimanche. Les grands favoris sont bien entendu le champion du monde en titre, l'Allemand Daniel Ricciardo, le champion d'Europe français Yannick Égouin, mais aussi le B4, la voiture d'Égouin, que tout le monde attendait pour ce premier grand rendez-vous international. Quant aux pilotes locaux, ils sont très bien représentés par moins de 19 pilotes ibériques dont l'étonnant Daniel Vega et son MBX4. Chaque manche qualif dure 5 minutes et regroupe 10 pilotes. L'ordre d'arrivée attribue un quota de points. Les 3 meilleurs résultats sur 5 sont retenus pour déterminer un classement en vue des éliminatoires pour la finale. Durant les 5 manches qualificatives, Vega va se montrer le plus rapide à 2 reprises et marquer 433 points, un résultat qui le place premier des qualifs et le propulse directement en finale. Voici les petits secrets de réglage de Daniel Vega. Pendant les 2 premières manches, ce sont mes pneumatiques Raptor que j'ai utilisés. Dans la première qualif, mon choix de ressort d'amortisseur était de les régler plus durs, ce qui en fait concernait également l'huile. Au fur et à mesure des qualifs, la piste devenait de plus en plus glissante, ce qui n'était pas facile pour vraiment contrôler la voiture. Donc j'ai dû ensuite ramollir l'huile des amortisseurs et j'ai également changé mes gommes pour monter des pneumatiques Aderis, de couleur verte en fait. Tout cela pour adapter la voiture aux conditions de la piste, bien entendu en vue de la finale. Les essais sont bien passés, même si la piste était un petit peu grasse. Sinon, les qualifications, les 3 premières ont été excellentes. Je me suis vite placé en demi-finale et puis après, les 2 dernières, j'ai essayé des pièces un petit peu qui n'ont pas vraiment porté leurs fruits. Mais bon, moi j'ai essayé, donc pour l'instant tout va bien. Le MP6 que j'utilise est un MP6 qui est très proche de celui qu'on peut trouver dans le commerce.
Il y a quelques petites évolutions qu'on a reçues ici pour les championnats d'Europe, mais bon, il n'y a pas grand-chose. La voiture est d'origine. Pour la course, nous espérons que ça se passera bien. Et si c'est pas le cas, eh bien, on aura fait de notre mieux. Le duel pour la pole a été superbe entre le champion du monde Requard et l'Espagnol Vegas et le pilote local qui finalement hérite de la pole. Si tu arrives à être en pole position et que tu vas en finale, cette place, plus personne ne peut te l'enlever. Tu y es, c'est bon, elle est à toi. Et par contre, ce qui arrive, c'est que certains accèdent également en finale et viennent des demi-finales. Dans ce cas-là, ils ont 20 minutes de plus que moi. Ça joue en fait en ma défaveur, puisque ces 20 minutes, ils vont pouvoir les utiliser afin de connaître la même piste qu'ils vont retrouver lors de la finale. Samedi 14 août, 7h30 du matin, les 140 pilotes sont de retour sur le circuit. Les choses sérieuses vont commencer d'ici une demi-heure. Got any hope at all? I'll tell you one thing, I'll tell you something. Don't try, 'cause the writing's on the wall. Attrapez la voiture dans les stands, vous avez le droit de mettre un pied, vous le retirez aussitôt pendant que vous faites le plein et vous reposez la voiture dans la case. Vous n'avez pas le droit de la jeter au milieu pour... Particularité des courses de modélisme, après les essais qualifs, tout le monde possède toujours une chance d'accéder en finale. Bien entendu, pour les moins habiles, il faut remonter dans le classement. Et pour passer des 1024e de finale à la finale, il y a du chemin à parcourir. Petit calcul rapide, lorsque l'on sait qu'une manche dure 20 minutes, un pilote en 1024e de finale devrait rouler près de 3h30. En étant performant dans chacune des 10 courses pour remonter en finale, autant dire que la tâche est impossible. Certains ont toutefois réalisé de très belles remontées, à l'image de Nicolas Rodriguez, le Français, qui parviendra à se hisser en 32e de finale avant d'échouer. Bref, plus on est loin dans le classement, moins le niveau de pilotage est relevé, les cabrioles et les pénalités pleuvent. Quant aux ramasseurs, ils ne cessent de courir d'un côté à l'autre de la piste. Après un début de compétition quelque peu perturbé par la météo, la bonne humeur est de retour chez les pilotes et les spectateurs. Jean-Luc Retournaz, responsable de la Fédération française de tout-terrain 8e, ne s'y trompe pas. La suite du championnat d'Europe 99 sera un grand cru. Eh bien, l'organisation, je suis sûr que nos amis espagnols ont fait un maximum d'efforts pour satisfaire tout le monde. La météo leur a été très défavorable en début de semaine. Je crois que tout ceci est en train de se rattraper et qu'on aura droit à une journée de sous-finale et finale dimanche qui sera agréable pour tout le monde. Les courses s'enchaînent à grande vitesse avec les repêchés et les éliminés. Plus on remonte vers la finale, plus le niveau de pilotage devient pointu, les trajectoires s'affinent, les sorties de route deviennent de moins en moins fréquentes, pendant que les moins expérimentés se battent entre eux sur la piste. Les pilotes les mieux qualifiés attendent leur entrée dans le jeu, mais il n'est pas question de perdre son temps. Il faut régler les voitures, les préparer au mieux pour le circuit espagnol très exigeant.
Pour les essais de la demi-finale demain, on hésite entre la Deris, donc ce profil-ci, et le Hoops, qui est celui-ci. En fait, la Deris est de toute façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus incisif, mais aussi beaucoup plus délicat à piloter dans les trous. Le Hoops, c'est un petit peu le contraire, il est un petit peu moins efficace, mais très très facile à piloter. On a tout simplement eu l'idée de mitiger les deux en utilisant l'efficacité de la Deris et la facilité du Hoops. Donc j'ai découpé le pneu en deux et je suis en train de recoller bout à bout pour faire un AD Hoops donc. Le tout-terrain 8e est un marché important pour les fabricants de voitures radiocommandées. Pas étonnant donc que certaines personnalités aient fait le déplacement en Espagne, des déplacements de plusieurs milliers de kilomètres pour certains. En ce qui me concerne, je suis responsable du marché européen pour les radiocommandes KO Propos. Pour nous, c'est évident, il est important de suivre les pilotes européens. Vous savez, nous soutenons pas mal de pilotes dans cette compétition. Et bien entendu, particulièrement Daniel Vega, qui utilise nos radiocommandes et qui a d'ailleurs signé une excellente performance en étant en pole position. Tout comme en F1 ou en rallye, les pneus ont une importance de tout premier plan en radiomodélisme. Pas étonnant donc que Medial Pro soit présent en Catalogne avec près de 10 000 pneumatiques pour tout le week-end. Comme d'habitude, depuis presque une dizaine d'années, on vient au championnat d'Europe en essayant d'obtenir le meilleur résultat possible. Le titre, on l'a eu 8 fois de suite en 9 ans, donc je pense qu'on va essayer de faire le mieux possible. C'est vrai que maintenant, il y a la concurrence, il y a des nouveaux pneus sur le marché qui marchent bien en plus. On essaie de faire la différence par des nouvelles gommes. L'infrastructure, c'est simple, on est 7 personnes, on s'occupe de tous les pilotes qui désirent rouler en Medial Pro. Non seulement en leur donnant des pneus, mais aussi en leur donnant des conseils pour monter les pneus, les coller et les réglages inhérents aux pneus en fonction de la voiture qu'ils utilisent. Et puis voilà, maintenant c'est un petit peu la bagarre entre la France et l'Italie parce qu'on a les bons pilotes italiens et les bons pilotes français, les bons pneus italiens, les bons pneus français, maintenant que le meilleur gagne. Voilà. « 64e de finale, on remonte vers le haut du classement, les moyennes au tour augmentent, la piste a été refaite par les organisateurs, du coup les voitures sont plus rapides, les sorties moins fréquentes.
Je suis responsable Kyosho pour l'Europe, mais aussi et principalement pour l'Allemagne. Bien entendu, je suis venu ici suivre nos pilotes qui vont certainement gagner, c'est ce que j'espère. Et c'est pour ça, bien entendu, que je suis présent ici à Barcelone. À partir des 32e de finale, la piste s'améliore au fur et à mesure des passages. Les imperfections se gomment, les trajectoires se lissent, la terre se durcit. Le choix des pneus devient de plus en plus critique, tout comme le réglage des voitures d'ailleurs. Seizième de finale, on passe aux choses très sérieuses. Parmi les pilotes qualifiés en 16e, 3 Français, Julien Lattanzio, Jérôme Aigouin pour la Série A, Nicolas Roger quant à lui roulera en Série B. Un autre pilote tricolore provient des 32e, il s'agit de Guillaume Vray, qui malheureusement ne parviendra pas à arracher une place en 8e. Pour lui, ainsi que pour Nicolas Roger et Jérôme Aigouin, le championnat d'Europe s'achève à ce stade de compétition. Les qualifiés pour les 8e de finale sont Zanardi, Franck, Wilcox, Fail, Béard et Lattanzio. C'est à partir des 8e de finale que l'on trouve des pilotes qui vont parvenir à accéder à la finale. Ils sont au nombre de 3 à réussir cet exploit, les Italiens Daporto et Fabianelli ainsi que le Britannique Lawrence Harris. Côté français, Jérôme Couchon ne passe pas le cap des 8e. Cinq Français sont qualifiés en quart de finale. Dans la Série B, Jérôme Sartel, Philippe Lachat et Alexandre Privat. En Série A, Sébastien Wartel et Éric Lapierre. Jérôme Sartel s'impose dans la série et se qualifie pour les demi. Quant à Privat, il abandonne après 14 minutes. Lachat, qui a calé dans le premier tour, termine à 2 boucles du vainqueur. Il est éliminé. Dans l'autre série, Wartel et Lapierre ne parviennent pas à se qualifier. Les petits vénards qui accèdent à la demi-finale sont Daporto, Sartel, Fabianelli, Harris, Palson et Gouache Palma. C'est déjà terminé pour certains, pour d'autres le circuit devient familier. Petit tour du propriétaire avec le champion d'Europe en titre. On va essayer de faire un tour de piste, voir un peu les endroits techniques et les points qui font la différence entre tous les pilotes. Donc là on est en fin de ligne droite, on attaque une grande bosse. Donc il faut freiner un petit peu avant pour pas que la voiture s'envole. Puis remettre un coup de gaz pour stabiliser la voiture. Tout de suite après cette bosse, une grande courbe où il y a beaucoup d'accroches latérales, ce qui fait passer la voiture sur le toit. Là on arrive sur 2 virages à gauche successifs. On voit que c'est un petit peu ondulé. Et il faut essayer de coller la corde pour gagner un maximum de temps et pas commettre de fautes. Une grande double bosse qui là aussi se passe sans difficulté pour tous les pilotes. Voilà, là on rentre dans un endroit très technique avec une chicane très serrée et assez trouée. Donc c'est là que les pilotes arrivent à faire la différence. Ensuite une épingle à gauche très ondulée, donc il ne faut pas faire glisser la voiture. À la limite prendre un peu extérieur dans la poussière pour avoir aucun risque de faire de faute. Donc à la sortie de cette épingle à gauche, on rattaque par un point très technique, la triple bosse. Certains pilotes arrivent à sauter les 3 bosses tout d'un coup. D'autres font 2-1 et d'autres en roulent. Il y a beaucoup de temps à perdre et à gagner. Soit on fait des fautes, soit on passe. Et là, ça fait de gros écarts aussi. Puis on attaque tout de suite après par un virage à 90 à droite et une table là aussi technique, puisqu'on voit qu'après cette table, il y a un gros trou qui s'est creusé. Et donc il faut absolument éviter. Parce qu'après l'épingle à droite qui suit la table, on voit qu'il y a un passage assez troué. Il faut essayer de passer extérieur pour éviter les trous et pour commettre aucune faute. Et puis donc la dernière épingle à gauche qui nous ramène sur la ligne droite. Et puis là c'est gaz, un semblant de chicane qui passe carrément à fond. Puis on rattaque par la grande bosse en bout de ligne droite.
Ils sont 20 à participer aux demi-finales, 9 parmi eux accéderont en finale. Mais avant cela, il y a la course. En Serie A, aucun Français. En revanche, on trouve 5 Italiens parmi lesquels un champion du monde, 3 champions d'Europe. Mais pour Maurizio, tout commence mal. Un petit besoin de dernière minute retarde son arrivée sur le podium. Dès le départ, ça chauffe entre les Italiens et après un tour, la hiérarchie est la suivante. En tête, Lenzi, suivent Lafranchi, Catozzi, les Espagnols Peris et Ibars. Viennent enfin Ghedini, Fabianelli, Harris, Mathias et Guaspalma. Très rapidement, l'Espagnol Peris, avec le numéro 7, va remonter en deuxième position, talonné par son compatriote Ibars, voiture bleue et jaune. Ibars va profiter d'une faute de Peris pour s'emparer de la deuxième place. Devant, Lenzi est confortable leader au moment de ravitailler pour la première fois. Líder número 4, Marc Ibar, seguido del 7, Peris. Tercero y 1 después de repostar Lenzi. Après la première salve de ravitaillement, Ibars est revenu dans les roues de Lenzi. Les deux voitures sont au coude à coude durant tout le run. Il faut à tout prix éviter le contact, synonyme de stop and go. Le dépassement aura donc lieu dans les stands où Ibars subtilise la première place à Lenzi. Fabianelli, meilleur 5e des demi-finales, est qualifié, ainsi que Harris 4e, Peris 3e, Lenzi finalement 2e et Ibars qui remporte la demi-finale A. La série B regroupe les 4 Français toujours en lice, à savoir Cyril Mougin, Sébastien Léonard, Yannick Egoin et Jérôme Sartel. Mais attention car Feldman et Requard sont toujours de la partie. Dès le départ, Amilon se hisse en tête, suivi par Mougin, Léonard, Feldman, Egoin, Sartel, Daporto et Requard qui a commis une petite faute et n'est que 8e. Quant à Cyril Mougin, avec le numéro 2, il commet faute sur faute et chute dans les profondeurs du classement. Après 18 minutes de course, Daporto a pris le commandement de la course et s'est construit une avance d'une dizaine de secondes sur Jérôme Sartel. Yannick Egoin, 3e, lui, remonte sur son compatriote. Matteo Daporto, Italy. Followed by car number 7. Less than 1 minute to go. Less than 1 minute. 10, 7, 8, 3, 1, 9. It is back at number 7. 10, 9. And the rear 5, 3 and 1. Going for the 10. 4, 3, 2, 1. Finish. 1 and 3. Daporto remporte la demi-finale B. Pour la deuxième place, c'est la bagarre entre Sartel et Egoin. Une lutte très serrée qui verra finalement triompher Yannick Egoin après un dépassement dans l'ultime virage du circuit. Le 4e est Requard qui se qualifie de justesse. Quant à Amilon, le moins rapide 5e des deux séries, il n'accède pas à la grande finale et tout cela pour 6 centièmes de seconde et ce, au bout de 20 minutes de course.
C'est parti pour une finale de 3 quarts d'heure. Au niveau des voitures, on compte 4 MBX4, 2 MP6, 2 Flash, une B4 et une chrono. 5, 4, 3. C'est le poleman, Daniel Vega, qui prend le meilleur départ et s'installe en tête dès le premier tour. Sartell 7e sur la grille, part très mal et se retrouve bon dernier. Quant au champion du monde Requart, il passe dès le départ de la 10e à la 5e place. Vega mène aisément, suivi par Lenzi en pleine bagarre avec Daporto et Peris. Six and nine, both of you, what you're driving. 6 and 9, both of you, what you're driving. Quant au champion du monde, Requard, il continue sa remontée incroyable pour pointer en 3e position après seulement 4 tours. Mais Requard a du fil à retordre avec Harris et Peris qui sont là pour la bagarre, une bagarre qui se passe de tout commentaire. En ce début de course, le classement ne cesse d'évoluer à l'image de Daporto et Requard qui en 2 tours ont chuté à la 7e et 8e place. À ce niveau de compétition, la moindre petite erreur se paye cash. Fabianelli, 2e, se retrouve sur le toit et perd 5 places en quelques secondes seulement. En tête, Daniel Vega n'en finit pas de creuser l'écart. Sur cette aire, Vega semble intouchable. Sa MBX4 à moteur Nova est réglée de manière optimale pour la piste catalane. Derrière Vega, la lutte est chaude pour les places d'honneur entre Harris, Requard, Lenzi, Ibars et tous les autres. Côté français, Jérôme Sartell navigue entre la 6e et la 8e place. Quant à Yannick Aigouin, il a un mal fou à tenir le rythme des meilleurs. En effet, le champion d'Europe en titre connaît de sérieux soucis mécaniques. La finale, on a manqué de chance parce qu'à 3 minutes, on a cassé un amortisseur arrière et il a fallu faire 42 minutes avec un seul amortisseur, quoi. Difficilement jouable. Gros plan sur l'amortisseur arrière droit. Dans ces conditions, impossible d'en changer. Yannick n'a pas pu se battre dans la finale. Premier ravitaillement en tête. Dans le clan Vega, tout est bien réglé. Le pilote, la voiture, mais également les mécaniciens. Rien à signaler pour le pilote espagnol. Il domine de la tête et des épaules. Derrière, par contre, ça cafouille quelque peu dans les stands. Ibars et Daporto rentrent en même temps. Les voitures se touchent. Daporto reste quelques secondes sur le carreau. De précieuses secondes dont profite Ibars. Nous sommes à la 17e minute de course. Daniel Vega maîtrise et se permet d'assurer sans trop attaquer. Fifth position for Etienne. Third, pretty close to him, Ivar, in his back, Gregoire, and then Sartell.
Track number 6, Dr. Lislicanio. Take out the lead. En deuxième position après 17 minutes, Marc Ibars, la chrono-expert, tient la distance sans toutefois inquiéter réellement Vega. Not inside the track, go outside. Décontracté, Samuel Lenzi pointe en troisième position avec sa Flash 99. Quant au champion du monde en titre, Daniel Ricciardo, il est 4e aux commandes de sa MP6. Fin du fin en modélisme, certains pilotes dont Ricciardo utilisent un système de freinage proche de l'ABS, une assistance qui paraît dérisoire, mais qui est fort utile à ce niveau de compétition. Après 45 tours de course, la situation se clarifie quelque peu. Vega est toujours en tête, suivi par Lenzi, Ricciardo, Ibars est 4e. Daniel Vega est toujours confortable leader. Attardons-nous un instant sur la voiture de l'Espagnol. La MBX4 Mugen de Vega est très proche de celle proposée dans le commerce. Elle est seulement équipée d'amortisseurs option à ressort MIP. Au niveau différentiel, Vega a placé un Torsen de chez Fioroni au centre. Le châssis est un proto Mugen qui permet une répartition des masses plus avancée. Deuxième, l'Espagnol Marc Ibars maîtrise la chrono SVM. La voiture championne en titre mise au point par Yannick Egoin. L'évolution Superlight confirme le potentiel de la voiture. L'auto est d'origine, équipée de l'indispensable option que sont les fusées en alu. Ibars était certainement le pilote le plus performant en finale. Malheureusement, quelques petites imprécisions ne lui permettent pas vraiment d'inquiéter son compatriote Vega. Passé 3e dès la mi-course, le champion du monde Daniel Ricciardo étrenne quelques nouveautés sur sa MP6 Kyosho, comme par exemple des supports d'amortisseurs avant qui offrent une plus grande garde au sol, ou encore des écrous de roue fabriqués maison qui permettent l'utilisation de clés de 17, mais également d'élargir les voies pour être aux cotes maximales du règlement. Retour sur Jérôme Sartel, le Français issu des quarts de finale est qualifié en 7e position pour la finale, terminera 6e après une course difficile. Ce qui s'est passé en fait, le départ, certainement un peu de stress. Il a fait 2-3 fautes, il est donc été dernier décollé pendant un petit moment, bon, mais après, au bout de 2-3 minutes, il est rentré dans le rythme. Ensuite, je me suis repris, j'ai remonté, puis je suis revenu 5e. Et puis là, j'étais juste derrière Ricciardo et là, j'ai calé. Et lorsque l'on cale, bien entendu, il faut ramener la voiture au stand pour redémarrer le moteur. Beaucoup de temps perdu dans l'aventure. Pour Daniel Vega, pas question de sortir de la piste ou de caler, tout se passe à merveille. L'Espagnol gère sa course et impressionne même les observateurs. Sa
l'organisation elle a été simple. Il doublait ses adversaires les plus proches et rapidement, disons, en mettant un peu gaz. Et après, il refaisait retomber son rythme pour pas tomber non plus dans l'euphorie et avoir une voiture qui risquait de se dégrader ou faire des fautes bêtes. Et comme ça, il a tenu avec 45 minutes sans aucun problème. On peut dire que Daniel, il a géré sa course et comme il n'a eu aucun avarie mécanique, il a une victoire qui est tout à fait méritée. Daniel Vega remporte donc la finale de manière magistrale. Durant les 75 tours, il n'a jamais perdu le commandement. Malgré le fait que l'Espagnol se soit directement qualifié en finale et qu'il n'ait pas roulé le samedi, il n'a pas souffert de ce handicap. À 20 secondes, après 75 tours et 45 minutes de course, c'est un autre Espagnol qui empoche le premier accessite. Marc Ibars offre un doublé à l'Espagne. Les pilotes locaux ont dominé leur sujet dans leur jardin. And then 5 a 3, the Italians, da Porto, Lenzi, Matteo quarto, Lenzi quinto, Samuele quinto. Thank you very much indeed, merci beaucoup. Someone of his back. L'Allemand Daniel Ricciardt complète le podium. Le champion du monde en titre n'a pas pu contrer la domination ibérique lors de ce championnat d'Europe. Il termine à près d'un tour du vainqueur. L'Italien Matteo Daporto termine 4e, Lenzi est 5e, 6e Jérôme Sartel est le meilleur français en Catalogne. Raúl Peris, encore un Espagnol, est 7e. Yannick Egoin échoue en 8e position et perd donc son titre de champion d'Europe. Fabianelli et Harris sont respectivement 9e et 10e. Daniel Vega, new European Championship, European Champion 99. Incredible, I'm very happy, yes, of course. Congratulations. Daniel! This race was good for me, third position, I'm very happy. Next race, new luck, goodbye. Thank you. Dans le clan français, c'est la déception pour Yannick Egoin qui perd son titre de champion d'Europe. Des moments où tu arrives à suivre le rythme. Ça part très mal, je pars dernier. Je reviens dans le peloton, la voiture marchait bien, quoi. Puis après, il y a eu un problème à la marche arrière, on n'a pas encore vu ce que c'était. Donc l'auto marchait plus du tout et je me battais derrière. J'étais 6e et je cale. Donc apparemment, j'ai perdu l'essence d'un saut. Donc je cale et je finis vite, quoi. Jérôme Sartel, quant à lui, n'est pas trop déçu de sa finale. J'ai le record du tour de la course. Quoi ? Oh bah la voiture marchait très bien. Et là après de toute façon il n'y avait plus rien à perdre donc je roulais sans me poser trop de questions quoi. Puis là ça a marché très fort quoi. Quant à Daniel Vega, il empoche pour la première fois un titre au niveau international. Grâce à Vega, Medial Pro hérite d'un nouveau titre de champion d'Europe. C'est bien, Daniel a été royal, quoi. Il a dominé du début à la fin, c'était superbe. C'est vraiment une belle course. Avec du suspense, enfin tout ce qui fait qu'on a mouillé la chemise, quoi. Non, ça fait plaisir, c'est bien. Et puis j'espère que on va continuer de toute façon. Et puis on va développer des nouvelles gommes et on va développer des nouveaux pneus et on va continuer. Ça nous fait avancer de toute façon. Chaque victoire nous fait avancer. Voilà. Ça m'a beaucoup plu. Tous mes pilotes ont vraiment bien roulé. Ils ont été très performants. J'en suis ravi. Je pense que pour tous les pilotes qui ont roulé ici, ça s'est bien passé. Ce fut un chouette événement. Je crois qu'ils ont pris beaucoup de plaisir à rouler. Tous ceux avec qui j'ai parlé ont pris du bon temps en Espagne. L'année prochaine, je ne sais pas encore exactement où nous allons essayer de gagner à nouveau le titre, avec Daniel Vega, Marc Ibars ou Raúl Peris. Je pense qu'avec un titre de champion du monde de la même année, je pense que Mugen est une marque on ne peut plus combler et en plus, disons que je pense que ça récompense beaucoup, énormément le travail
d'une personne que j'adore qui s'appelle Koji Sanada et qui est le développeur chez Mugen et qui, je pense, on peut dire aujourd'hui est le meilleur développeur au monde parce qu'il est capable de faire une voiture de piste championne du monde et un tout-terrain champion d'Europe aujourd'hui et je l'espère sincèrement champion du monde l'année prochaine à Las Vegas. Le championnat d'Europe tout-terrain 8e, c'est terminé pour ce siècle. Le rendez-vous 2000 aura lieu au Portugal.